Mes amis, je suis très flatté, très honoré de recevoir Philippe de Saint-Robert, qui va nous dire très vite qui il est. Merci quand même Philippe, parce que vous venez jusqu'à moi pour nous parler. On va parler de De Gaulle, du gaullisme, de la politique étrangère du général de Gaulle. Vous allez nous dire ce que vous en savez, ce que vous en pensez, mais ce dont vous vous souvenez, puisque c'est pour ça que je vous ai demandé de faire notre grande interview de rentrée de Nouvel An 2025. Vous êtes l'un des derniers témoins directs et interlocuteurs directs du général de Gaulle. Et ça fait de vous un témoin irremplaçable. Mais est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que vous avez fait d'autre que de rencontrer le général de Gaulle? Oh ben écoutez, beaucoup d'autres choses. D'abord, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, pas uniquement sur la politique ou sur l'histoire, mais aussi sur la littérature. J'ai mes grands maîtres qui sont Mauriac, Monterland, Malraux, etc., qui m'ont accompagné à travers toute cette période. Mais ma jeunesse politique s'est passée sous la 4e République. C'est vous dire à quel point aujourd'hui j'ai l'impression de revenir à mes origines. Parce que c'était une période angoissante. C'était la guerre d'Algérie, tout le monde avait peur. C'était la politique qu'essayaient de mener les gouvernements de l'époque, celui de Guy Mollet en particulier, et qui a abouti tout de même au retour du général de Gaulle, parce qu'on s'est tourné vers lui grâce au président de la République de l'époque, M. Coty, qui était un homme loyal et brave, et qui a osé rappeler le général de Gaulle, ce que n'aurait peut-être pas fait tout le monde. Voilà. Alors ça, c'était ma jeunesse politique. C'est vous dire que quand le général est revenu, je me suis retrouvé tout de suite. Et j'ai très vite compris que l'histoire de l'Algérie ne mènerait pas à la conservation de l'Algérie dans la France. Ça, je l'ai compris très vite grâce à mes amis qu'on appelait à l'époque les gaullistes de gauche, Louis Vallon, René Capitan, Frédéric Grindel, etc. Et par la suite, j'ai été un peu contrarié. Je trouve que le général avait été un peu dur quand même avec les Français d'Algérie. Enfin, ça, c'est autre chose. Il faut dire que les Français d'Algérie ne se sont pas beaucoup non plus défendus eux-mêmes pour garder l'Algérie. Ils comptaient surtout sur la métropole. Bref, on ne va pas rouvrir des vieux débats de ce genre qui sont assez nauséabonds et pénibles à ouvrir. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, la période du gaullisme, au moins jusqu'en 62, n'a pas été de grand calme. Il y a eu beaucoup de terrorisme. Il y avait le FLN, il y a eu l'OAS. C'était pas une période calme. C'était une période où quand même les gens avaient quand même l'impression qu'on était gouverné. Vous savez, on dit toujours aujourd'hui c'était mieux avant. Non, c'était plus solide. C'est tout à fait différent. Et donc, c'est cette période que j'ai vécue. J'ai adhéré à ce qu'on appelait un petit mouvement qui s'appelait l'UDT, l'Union démocratique pour la République, je crois que ça s'appelait comme ça, qui était donc celui des gaullistes de gauche, et qui avait un hebdomadaire qui s'appelait Notre République, qui avait la fâcheuse idée de tirer régulièrement soit sur Michel Debré, soit sur Pompidou, supposé ne pas être assez à gauche. Bien. Mais enfin, c'était intéressant quand même. Et le général comprenait ça très bien, puisque la première fois qu'il m'a écrit une lettre pour le premier livre que j'ai publié à l'époque, il me disait « Je vous lis souvent dans les feuilles, vous y êtes d'accord avec vous-même ». Donc ça voulait dire qu'il n'était pas opposé à ce que je disais, à ce que j'écrivais, même s'il prenait quelques distances par rapport à son premier ministre de l'époque, qui était Georges Pompidou, avec qui d'ailleurs, par la suite, je me suis tout à fait réconcilié et j'ai eu une excellente relation. Voilà. Alors, on va y revenir, mais pour que le panorama soit complet, pour que chacun vous situe bien, on dit que ensuite, après la période, vous n'êtes pas très bien entendu avec Giscard, et pas du tout. François Mitterrand vous a nommé commissaire général. Oui, mais alors c'était un peu différent. Vous savez, c'était mon ami Frédéric Grindel, l'ancien directeur de notre République, qui avait des rapports personnels avec François Mitterrand, et qui m'a un jour traîné rue de Bièvre pour rencontrer François Mitterrand. Ça s'est bien passé, on était très polis les uns avec les autres, et j'ai fait à la fin du mandat de Giscard, donc on est en 81, voilà.
j'ai appelé à voter Mitterrand contre Giscard. Et ça, personne n'a compris. Mais moi, je savais pourquoi je faisais ça. C'est parce que je voulais sauver le système présidentiel du général. Parce que si les socialistes de la gauche de l'époque venaient au pouvoir par la voie législative, ils auraient tout fichu en l'air. Tandis que j'ai choisi de faire qu'ils viennent au pouvoir par la présidence de la République. Et j'ai eu raison, puisque Mitterrand a sauvegardé en grande partie en tout cas, les pouvoirs du président de la République. Mais je ne veux pas dire pour autant que j'approuvais sa politique sociale, pseudo-sociale jusqu'en 83, et puis après, à laquelle il a substitué sa politique européenne, qui a été assez mauvaise pour la France, voilà, et qui a été reprise par Giscard d'ailleurs. Pour ça que... Voilà. Alors on va surtout se centrer sur le général de Gaulle, qui est une figure qui fait beaucoup rêver les Français aujourd'hui, parce que, par comparaison avec la France d'aujourd'hui, beaucoup de Français prêtent à la France de Gaulle toutes les vertus, sans parfois la connaître. Vous, personnellement, vous avez rencontré le général de Gaulle combien de fois ? 2 fois en tête-à-tête privé, voilà, 2 fois en tête-à-tête privé, et c'était très intéressant. À la suite de mon premier livre, dont je parlais tout à l'heure, il m'a fait inviter à une réception à l'Élysée. Quand je suis passé, il m'a dit, je vous ai écrit sur votre livre, vous viendrez me voir. Bon, vous en parlerez quand vous viendrez me voir. Alors j'ai donc été le voir, voilà. À l'Élysée. À l'Élysée, voilà. On a eu une grande conversation. Bon, alors à l'époque, je passais pour être un soutien de la candidature du comte de Paris à la succession du général. Alors il m'a dit, c'est pas possible. La première chose qu'il m'a dite, nous avons rétabli la monarchie. Mais c'est une monarchie élective, c'est pas une monarchie héréditaire. Alors j'ai dit, mais mon général, j'avais pensé à autre chose. Il m'a dit, si, vous y avez pensé, et moi aussi du reste. Mais il savait très bien que c'était impossible, c'est un rêve vous me dites pourquoi est-ce qu'on a tant admiré le général, mais c'est parce qu'il avait son passé, c'est pas à cause de son retour en 58 qu'il a été si présent par la suite encore dans l'esprit des gens, c'est parce que on savait d'où il venait et ce qu'il avait fait pour rétablir la souveraineté, l'indépendance et l'autorité de la France dans le monde et en Europe, voilà, c'est ça le fond de l'affaire. Alors, il faut comprendre les institutions du général de Gaulle. Le général de Gaulle a créé ces institutions pour que la République puisse avoir une politique étrangère. Et dans un petit livre publié en 1964, si vous permettez, je vais vous lire les lignes que François Mauriac a consacrées à ce phénomène, parce que je les trouve extrêmement intéressantes. Alors là, politique étrangère du général de Gaulle se développe et se déploie à mesure que les institutions gaullistes s'émancipent, elles en sont la condition nécessaire. L'hégémonie anglo-saxonne postule en France la faiblesse de l'exécutif et l'impuissance chronique des gouvernements d'assemblée. La même raison qui dresse contre de Gaulle en France tous les partis, de la droite à la gauche, ont fait de lui l'adversaire que, dès le premier jour, le président Roosevelt cherchait à écarter et dont jusqu'à la fin, il s'efforça de venir à bout. Voilà, ça c'est très bien compris. Les institutions de la Ve République étaient faites pour que la France puisse avoir une grande politique étrangère et retrouver son rang en Europe. Ça ne veut pas dire qu'elle allait dominer l'Europe, mais retrouver son rang en Europe. Et alors tout ça a été un petit peu entraîné par défaut dans cette union, ce qu'elle est devenir, ce qui était encore le marché commun, puis la communauté européenne, puis l'Union européenne. Le général de Gaulle, quand il est venu au pouvoir, a accepté, alors qu'il avait été opposé au traité de Messine qui avait créé le marché commun, il a accepté de le mettre en route. Bon. Et puis après, il y a eu un tas de... Il faut bien comprendre qu'il y a 2 points qui marquaient la position du général à cette époque. C'est son refus des accords de Yalta et son refus de la politique de bloc. C'était les 2 points sur lesquels il fondait sa défense de l'indépendance de la France et la défense de sa souveraineté. C'est très très important de comprendre ça. Alors,
la politique des blocs, elle a été rappelée. Tout le monde a oublié qu'en 1963, il y a eu un traité, ce qu'on a appelé le traité de Moscou, entre les Américains et les Russes, qui en fait tendait à renouveler et à perpétuer Yalta. Et là, le général s'y est opposé. Toute la presse française, sauf votre serviteur, je m'en souviens encore, dans Combat à l'époque, a célébré les vertus de ce traité de Moscou qui aboutissait pour les Américains et les Russes à désarmer tout le monde sauf eux. C'était simple. Mais après, en 1966, le général s'est très vite engagé dans ce qu'on a appelé la détente. C'est-à-dire précisément pour desserrer cet écran, cet étau du traité de Moscou, de la politique des blocs. Et donc, il a à ce moment-là fait son grand voyage à Moscou. On aurait intérêt à relire le discours qu'il a prononcé à Kiev en juillet 1966, où il célèbre l'origine de la Russie, qui prend racine à Kiev et à Odessa. Tout le monde oublie ça. Bon. Et donc, et ensuite, Kosygin est venu en France. Il y a eu des échanges très rapprochés à l'époque entre l'Union soviétique et la France, des échanges importants, renouant avec le fameux traité que le général avait signé en 1947 et que les soviétiques avaient dénoncé en 1953, un traité d'amitié franco-russe, donc très important. Et c'était ça la politique du général. C'est vous dire que ce qui se passe en ce moment, c'est le contraire. Voilà. Comment vous expliquez la bascule de cette vision gaullienne historique d'une France indépendante, la bascule de cette France-là vers une France devenue vassale des États-Unis jusqu'au bout des ongles, d'une certaine façon? Mais c'est très simple. Parce que pourquoi est-ce que les États-Unis ne voulaient pas de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, dont vous rêvait le général de Gaulle? Pourquoi est-ce qu'ils ont fomenté cette guerre d'Ukraine qu'on a aujourd'hui? C'est parce qu'ils ne veulent pas d'une Europe qui aille de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, parce qu'elle deviendrait indépendante d'eux. Donc la politique des États-Unis, depuis le début, Roosevelt en particulier, et Churchill même, c'est de séparer l'Europe de l'Ouest de l'Europe de l'Est, de manière à contrôler l'Europe de l'Ouest. Voilà. Et alors, les éternels centristes et autres qui gouvernent la France depuis longtemps se sont renouvelés dans cette soumission. Voilà. Et ça explique ce qui se passe en ce moment, qui a été une illustration. Pourquoi, je le dis encore, pourquoi les Américains ont voulu cette guerre d'Ukraine? C'était pour empêcher un rapprochement possible entre la Russie et l'Europe de l'Ouest. Voilà. C'était important pour eux, parce que si ce rapprochement avait eu lieu, à ce moment-là, leur influence aurait évidemment été très diminuée, voire écartée. Voilà. Et ça, ils n'en voulaient à aucun prix. Ils ont pris le risque de jeter la Russie dans les bras de la Chine, plutôt que d'accepter que l'Europe existe. Ça, c'est important, personne ne le dit, mais moi je vous le dis, c'est très important. Quels sont les leviers que les États-Unis utilisent aujourd'hui pour influencer les décideurs politiques en France, par exemple? Oh, mais ils ont tous les moyens. Ils ont l'argent, ils ont leurs propres oligarques, la communauté européenne, à l'origine, a été subventionnée par les Américains. Il faut savoir que les Américains ont dépensé des millions de dollars pour subventionner la constitution de cette communauté européenne, qu'on appelait d'abord le marché commun, qui allait dans leur intérêt. Mais c'était sous le prétexte de la reconstruction. C'est l'idée, on va aider l'Europe à se relever de la guerre. On va aider l'Europe à se relever de la guerre, à condition qu'elle achète chez nous. C'est simple, non? Est-ce que vous, quand vous avez été commissaire à la langue française, donc sur un poste culturellement très sensible, oui. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir subi des pressions américaines? Non, mais elles se faisaient ailleurs, si vous voulez. L'idée de défendre
la position de la langue française dans le monde, puisque en réalité elle a encore ce rang de langue internationale aux Nations Unies et dans différentes instances internationales, agace beaucoup les Américains et les Anglo-Saxons en général. Donc les Américains ont toujours tout fait pour marginaliser la position de la langue française. Le traité de l'Élysée du général de Gaulle avec Adenauer qui prévoyait une rénovation de la présence de la langue française en Allemagne n'a abouti à rien. Donc les Allemands se sont couchés. Le problème, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est complètement asservie à l'hégémonie américaine. Voilà. Elle n'aime pas la France. On a fait un bon traité de réconciliation, c'est très gentil. Adenauer était un homme sincère, ses successeurs beaucoup moins. Mais le problème de l'Allemagne, c'est le parapluie américain. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, c'était ça qui guidait l'Europe de l'Ouest dans sa soumission aux États-Unis. Et alors, même les héritiers, vous savez, qui ont été les fossoyeurs du gaullisme? C'est Juppé et c'est Sarkozy. Sarkozy, l'américain, disait-il de lui-même, qui nous a réintégrés dans le commandant militaire de l'OTAN. Ce qui nous entraîne aujourd'hui dans le conflit contre la Russie dans l'affaire de l'Ukraine. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il son point de vue n'était pas Sarkozy qui, soi-disant, était le représentant du dernier parti qui se prétendait gaulliste, était tout sauf gaulliste. Juppé a été le pire dans ce domaine, puisque un jour il a dit, publiquement, quand il était directeur, quand il dirigeait le RPR, ça s'appelait comme ça, il a dit, il faut faire l'aggiornamento du RPR sur l'Europe. Ça voulait dire qu'il a, de sa propre autorité, rallié ceux qui se prétendaient les descendants du gaullisme à l'Europe de Jean Monnet. Voilà. Et c'était amené du gaullisme dès lors. L'histoire de la monnaie comme unique, qui d'ailleurs devait être une monnaie commune, c'est-à-dire il y a déjà eu un truc qui a été maltraité là. Bon, cela même était la preuve du renoncement, il l'a dit lui-même, à la souveraineté nationale. Il a fait un petit livre où il s'appelle Entre nous, je crois, où il dit « Ah oui, je sais bien, la monnaie unique, c'était pas bien pour la souveraineté nationale. » Voilà, bon, voilà. Et il dit gaulliste, voilà. Ces gens-là ont saboté le gaullisme. Oui, mais alors c'est un paradoxe, parce que vous nous dites les Allemands, les Américains, mais prenons l'exemple de la langue française que vous évoquiez. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. Oui. C'est pas pour ça que l'anglais a cessé d'être la langue de travail de la Commission. Ah mais ça c'était réglé depuis longtemps, parce que la seule erreur que Pompidou ait faite par rapport à la succession du général en politique étrangère, ça a été d'accepter l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. Voilà. Poussé par Michel Jobert, dont c'était une lubie parce qu'il était anglophile, il a accepté. Mais à l'époque, il m'avait dit, moi, que le Premier ministre anglais du moment, qui était M. Hiss, lui avait promis de n'envoyer à Bruxelles que des fonctionnaires recyclés en français. Ce qu'il a fait d'ailleurs. À l'époque, il ne pouvait pas faire autrement, on parlait que français à Bruxelles. Mais petit à petit, ils ont gagné, comme oui, toujours. Mais la particularité, c'est que la France, les fonctionnaires français aujourd'hui... c'est les pires. Ne se battent pas pour... mais non seulement ils ne se battent pas, mais c'est les pires. C'est les pires. On a même prêté à... Comment il s'appelle, le gendre de Churchill, je ne sais plus comment il s'appelait. Il avait dit que dans une organisation internationale, il faut toujours mettre un Français, parce que c'est les seuls qui ne défendent pas les intérêts de leur pays. Comment vous l'expliquez? Bon. Parce que vous en avez connu à l'époque du commissariat général des fonctionnaires français. Comment vous expliquez qu'il soit aussi... Ah mais voilà, alors, Mitterrand avait été parfaitement sincère, il pensait effectivement qu'il fallait défendre la langue française, mais très très vite, dans son entourage, on lui a expliqué que ça faisait vieux jeu. C'est ça, voilà. Oh mais ça fait vieux, ça fait ringard, ça fait etc. Alors il a pas... J'ai tenu le coup 2 ans. Au bout de 2 ans, c'était terminé. Tout le monde était... Il ne faut pas faire de vagues, il faut... Voilà, tout. Alors on a essayé de faire une politique de défense de la langue française en France, mais même ça n'a pas été beaucoup soutenu. Je voudrais qu'on revienne sur... vous avez évoqué le cas
Pompidou et l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun à l'époque, en disant c'est Joubert qui l'a poussé. Mais les lecteurs, les spectateurs qui vont regarder votre interview vont tous se demander, est-ce que le fait que Pompidou ait été banquier dans une grande banque jouait dans ses affinités internationales? Je ne crois pas, non, je ne crois pas, non. Non, il était assez indépendant par rapport à ça, mais il était quand même pas sur la ligne du général de Gaulle dans tous les domaines. Voilà. Et alors, il y avait aussi un point qui a probablement été déterminant avec l'influence de Joubert, c'est que Pompidou s'entendait très mal avec le chancelier allemand de l'époque qui était Willy Brandt. Et alors il m'avait expliqué, on va faire entrer les Anglais, ça va équilibrer l'influence allemande. Voilà. C'était très ponctuel comme raisonnement. Mais enfin, il y avait ça aussi. C'est qu'il faisait ça pour embêter les Allemands, parce que Willy Brandt, qui était un personnage un peu particulier et qui était très anti-français, l'agaçait beaucoup. Voilà. Et donc il avait aussi... Un ménage à 3 fonctionne mieux qu'un ménage à 2. Oui, voilà. C'était la pensée de Pompidou. Voilà. Donc, en faisant entrer les Anglais, ça aurait pu marcher, mais malheureusement, avec le temps, ça n'a pas marché. Mais alors, la preuve que le général de Gaulle avait raison en ne voulant pas l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun, c'est qu'ils en sont sortis au bout d'un certain temps. Alors, il y avait des gaullistes qui étaient pour, par exemple, Michel Debré. Michel Debré était pour l'entrée de l'Angleterre, mais lui, c'était une autre raison qui s'explique très bien, parce que lui, il était contre les abandons de souveraineté, et il disait, les Anglais n'accepteront jamais, donc on aura un allié objectif. Bon. Mais même là, apparemment, même du temps de Mme Thatcher, apparemment, les Anglais se sont laissés bouffer. C'est pour ça qu'ils ont fini par sortir. Ils ne sont pas vraiment opposés, comme on le pensait, nous, aux abandons de souveraineté. Donc on s'est une fois de plus retrouvé tout seul. J'aimerais quand même qu'on revienne un peu à ce qu'était De Gaulle lorsque vous le rencontrez, et quand on met à côté de Gaulle la photo d'un Macron, par exemple. Comment vous sentez les choses? Parce qu'on voit Macron dans un décor robe élyséen, très, très bling-bling. Est-ce que De Gaulle, c'était ça, sa conception de la fonction présidentielle? Non, pas du tout, pas du tout. Il était beaucoup plus... le général laissait les gouvernements gouverner. Il avait ce qu'on appelait les domaines réservés, le militaire, les affaires étrangères, choses très très importantes où il intervenait. Mais Pompidou faisait ce qu'il voulait. Après, il a eu... C'était une erreur de la part du général, après les événements de 68, de prendre Maurice Cour de Murville, parce que Maurice Cour de Murville était un homme tout à fait remarquable, mais un homme trop calme, trop serein pour la période qu'on venait de traverser. Il aurait fallu quelqu'un d'un peu plus énergique, peut-être... bon, bref, on ne va pas revenir sur le passé. Mais le général respectait les gouvernements. Il a laissé Michel Debré gouverner, il a laissé Pompidou gouverner. Il n'intervenait pas pour tout, sauf les points importants. Alors après, Pompidou était plus présidentialiste, il a très mal pris la liberté que Chaban-Delmas a voulu prendre à Matignon. Il m'avait dit, je ne veux pas que le pouvoir repasse la Seine, point, voilà. Et puis, alors, Giscard a aussi beaucoup ramené les choses à lui. Et puis, Mitterrand aussi, d'ailleurs. Voilà. On a lié le pseudo-présidentialisme de la Ve République à l'idée d'une majorité parlementaire. Mais c'est faux. Parce que jusqu'en 62, il n'y avait pas de majorité parlementaire gaulliste. Il n'y avait pas de majorité parlementaire gaulliste, c'est bien après. C'est après la dissolution de 62 qu'il s'est constitué un bloc parlementaire uniquement gaulliste. Avant, ça n'existait pas. Et du temps de Mitterrand, quand Michel Rocard était Premier ministre, c'était pareil. Il n'avait pas de majorité absolue. Tout ça, c'est des idées. On nous raconte des monuments toute la journée. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Comment il faisait alors pour avoir une majorité? 49-3. Michel Rocard est celui qui a le plus utilisé le 49-3. Ça n'a fait aucun scandale. Je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu des hurlements à la dictature parce qu'on utilisait le 49-3. Mais peut-être que depuis, la société admet moins facilement la verticalité du pouvoir. Oui, ça c'est votre grande idée. Mais je pense qu'elle n'en est pas moins nécessaire parce que, vous savez, le général avait un principe, c'était l'État d'abord. L'État d'abord, la France ensuite, et les droits de l'homme après. Voilà. C'était ça sa hiérarchie. Il l'avait dit à Jean Foyer. C'est ça la hiérarchie. L'État d'abord.
Quand il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Quand On a toujours dit, excusez-moi, on a toujours expliqué dans l'histoire que la France s'était constituée autour de l'État, pas du tout au cours d'autre chose. Autour d'autre chose, elle s'est constituée autour de... C'est l'État qui a créé la nation française. C'est pas la nation qui a créé l'État. l'État franc, Oui, enfin l'État. pas les Gaulois, c'est les Francs qui ont imposé un État. Oui, mais enfin, depuis le temps, oui. Il y a quand même des choses importantes, vous n'en mesurez peut-être pas l'importance, mais importantes pour les gens comme moi, les petites gens. Quand on rencontre le général de Gaulle en tête-à-tête, un, est-ce qu'on a le trac? Et deux, est-ce qu'on se dit, je rencontre un personnage hors norme dans l'histoire de France? Ah oui, j'étais très impressionné quand il m'a reçu la première fois, oui. J'étais très impressionné, mais enfin, il mettait très bien les gens à l'aise. Oui. Est-ce qu'il était un homme accessible? Oh, tout à fait, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce qu'il était entouré du même décorum, très versaillais au fond, Oh, bah, pas comme ça. Emmanuel Macron? Non, le bureau du général, c'était le bureau du général. Il y avait le bureau des aides de camp où on attendait une seconde, et puis après on entrait dans son bureau. Il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était un bureau dans lequel j'ai revu Pompidou, d'ailleurs, par la suite. Maintenant, je crois que c'est autre chose. Je ne sais plus où est le maison du président. Giscard avait transporté le sien derrière. Bon, enfin, tout ça, ça a changé. Mais non, il n'y avait pas de décorum particulier. Alors, est-ce que un général de Gaulle tel que vous l'avez vu, les yeux dans les yeux, pouvait imaginer qu'un jour l'Élysée accueillerait des fêtes avec des drag queens, des... Ah non, non, non. Est-ce que c'était imaginable à l'époque? Non, sûrement pas. Non, sûrement pas. Non, sûrement pas. Mais même après, même sous Pompidou, c'était pas imaginable. Je dirais même que sous Mitterrand, c'était pas imaginable. Non, mais là, on est dans une dérive qu'on a du mal à s'expliquer. Est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que c'est la question de la génération à laquelle appartient Macron? Mais tous les hommes de sa génération ne sont pas comme lui. On ne comprend pas très bien. D'où vient cette usurpation. Vous appelez ça une usurpation? Oui. Oui, parce qu'il usurpe la fonction qu'il occupe pour en faire autre chose. C'est-à-dire? Pour en faire tout ce que vous venez d'évoquer. Non, j'espérais que vous mettiez un nom sur ce que je viens d'évoquer et que je me contente de décrire factuellement. Oui, non, mais je n'en dirai pas davantage. Est-ce que vous pensez que dans les hurlements à la dictature que vous évoquiez, le fait que d'une façon ou d'une autre la fonction présidentielle aujourd'hui soit usurpée, comme vous dites, en tout cas qu'elle se présente sous des abords beaucoup plus libertins, on va dire ça comme ça, est-ce que vous pensez que ça joue? Est-ce que vous pensez que l'image que Emmanuel Macron renvoie du pouvoir délégitime son autorité? Dans le fond de la conscience nationale, probablement. Ça ne s'exprime pas tellement, puisque malheureusement ça correspond à une partie dérivante de la pensée actuelle dans certains milieux, qui se reconnaissent là-dedans, qui poussent à ça. Bon, donc il y a une ambiguïté qui se fait là. Il fait ça pour grappiller dans ce milieu-là, qui existe. Bon. Qui est influent à Paris. Bon, alors, quand on aura un Trump, ça changera. Si on en a un jour. Alors, il y a un point que vous n'évoquez pas, c'est le général de Gaulle, à l'époque, que vous avez rencontré en face à face, avait été assez critiqué pour une formule qu'il avait eue à propos de l'État d'Israël, disant c'est un État sûr de lui, etc. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a pu dire à l'époque? Mais qu'il avait entièrement raison. Et j'ai retrouvé dans mes archives, à mon âge, on commence à relire ces archives, au cours d'un dîner que j'ai eu il y a donc assez longtemps, chez Gisèle Halimi, il y avait l'ambassadeur d'Algérie. Et l'ambassadeur d'Algérie a dit « Le général de Gaulle est le seul à défendre l'avenir d'Israël ». Ça va très loin. Parce que vous pensez que on va dire l'extrémisme israélien que nous sommes intimés de soutenir aujourd'hui est un danger pour l'avenir d'Israël. Oh bah évidemment. Mais en même temps, la chute du régime Assad, l'affaiblissement du Hezbollah laisse à penser quand même qu'ils ont marqué des points dans le conflit. Ah, ils ont marqué des points, mais ils en avaient déjà marqué avant.
ça n'avait pas été tellement concluant. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que jamais, à aucun moment, on a l'exemple que l'État d'Israël ait cherché à faire la paix avec les Palestiniens. Jamais. Le seul qui a voulu le faire, c'est Begin. Il a été assassiné par les siens. Voilà. Rabin. Yitzhak Rabin. Qu'est-ce que j'ai dit? Begin. Oui. Qui était moins pacifiste. Rabin. Exact, Rabin. Oui. Il a été assassiné par les siens. Donc, voilà. Je veux dire, jamais Israël n'a voulu faire la paix. Pourquoi? C'était simple. Le plan de partage de la Palestine n'était pas outrageant, on pouvait l'aménager. Le général de Gaulle, dans sa conférence de presse du 27 novembre 1967, disait d'ailleurs qu'il pourrait y avoir des aménagements de frontières. On pouvait faire parfaitement 2 États viables. Non, ils n'ont jamais voulu. Pourquoi? Comment vous expliquez qu'à l'époque où le général de Gaulle prononce ces paroles, au fond, ça passe, si j'ose dire, même si ça râle un peu dans les rangs, ça passe. Et aujourd'hui, lorsque Emmanuel Macron essaye de temporiser dans notamment les massacres de civils à Gaza, il fait pratiquement l'objet de menaces de la part du gouvernement israélien. Et que la presse française, unanime, soutient les positions israéliennes. Ah oui, mais ça a toujours été. Ça a toujours été. C'était déjà comme ça en 1967, vous savez. Ça a toujours été. La presse française est pro-israélienne, comme elle est pro-américaine. Elle réfléchit jamais. Alors voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'elle est payée pour l'être? Vous savez, on n'a pas d'être payé pour être bête. Hein. Bon, ben, je vois que vous êtes très en forme. Je voudrais aussi dire quelques mots de Pompidou, puisque vous avez rencontré Pompidou. C'est quoi votre différence de perception à titre personnel, subjective, c'est intéressant entre parce que De Gaulle et Pompidou? On était très mal ensemble, Pompidou et moi. Quand j'écrivais dans Combat et dans Notre République, je faisais des articles très... à l'époque, on reprochait à Pompidou, dans les milieux gaullistes de gauche où j'étais, on reprochait à Pompidou d'être opposé à la grande idée du général de l'époque qu'il n'a jamais pu faire aboutir, qui était la participation. Voilà. Et Pompidou était contre, et il m'a dit un jour, ça équivaut à mettre les soviets dans les usines. Donc il était fondamentalement contre, et le général de Gaulle était imprégné de cet héritage de la démocratie chrétienne, qui était le social, le partage social de l'entreprise. Bon. Et alors il y a eu le fameux incident de l'amendement Vallon. Vallon avait réussi à faire passer un amendement au cours d'une fin de séance qui effectivement allait dans le sens, et ça a traîné pendant des années. Même Michel Debré était contre. Ils étaient contre. Les gaullistes de l'époque étaient plutôt des gens de droite, étaient contre ça. Bon. Alors moi j'étais évidemment de l'autre côté, et j'avais beaucoup pris à partie Georges Pompidou, qui m'en a pas voulu. Et quand le général est mort, est-ce que c'était avant ou après, Pompidou a dit à Michelet, à Raymond Michelet, qui était un de mes amis, « Oh, mais votre ami Saint-Robert, invitez-le à déjeuner, il voudrait le rencontrer. » Alors, à partir de quand Pompidou a été président de la République, nous nous sommes rencontrés. Alors, je lui avais d'abord dit que je voterais pour lui contre Poher, ça allait de soi, évidemment. Donc, voilà, et après on s'est vu, c'est certainement le président de la République que j'ai vu le plus régulièrement, pendant les 5 ans où il a été au pouvoir. Est-ce que il avait, comme De Gaulle, ce côté accessible? Ah oui, tout à fait. Une forme, au fond, d'humilité? Je ne sais pas si c'est d'humilité, mais il aimait les arts, il adorait parler des arts. Je lui avais organisé en particulier une visite chez Max Ernst, je crois. Il adorait parler des arts, des artistes, etc. Mais pas seulement, je veux dire. Mais politiquement parlant, à part l'histoire de l'Angleterre, sur l'histoire dont vous parliez israélienne, il était tout à fait sur la ligne du général, je peux vous dire. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il considérait que les Israéliens étaient fous. Voilà. À ce point-là, c'était des termes qu'il pouvait employer. Je ne vous dirai même pas le terme qu'il a employé devant moi au sujet de l'ambassadeur d'Israël de l'époque. Bon. Alors, c'est dommage. Non. Alors donc, non, il était vraiment tout à fait dans la ligne du général. Ce plan-là. Et sur l'Europe aussi. Enfin, il était sur l'Europe, il me disait « Ne vous inquiétez pas, etc. Ne vous affolez pas. » Enfin, je lui disais surtout « Faites attention. » Alors,
il était un peu comme ça. Mais enfin, il n'était quand même pas pour l'Europe fédérale, certainement pas. Alors, il y a quand même autour de Pompidou, mais on va y revenir, mais pour répondre à certains lecteurs qui, je sais, se posent la question, il y a la théorie Pompidou, la banque Rothschild, c'est Pompidou qui a décidé que les emprunts d'État allaient se faire sur les marchés financiers et plus directement à la Banque de France à 0%. Oui, ça c'était une erreur. Enfin, bon, oui. Est-ce que, donc il y a l'idée, au fond, d'un Pompidou très sphère financière, très... d'un espèce de financier mondialiste. Est-ce que ça correspond à l'image que vous en avez eue? Non, non, on parlait plutôt de politique étrangère, de choses comme ça. Donc j'ai pas eu le sentiment de... Sauf son opposition à la participation telle que le général la concevait, j'ai pas eu ce sentiment de... Enfin, certainement qu'il y avait un fond en lui de... D'ailleurs, si le général l'a choisi, c'est peut-être aussi pour ça, à un moment donné. Il avait peut-être besoin de quelqu'un comme ça. Il a dit un jour à Vallon, enfin, j'ai pris Pompidou parce que ça m'arrange. Phrase comme ça, voilà. Je sais ce que ça veut dire. Oui. Dans la pratique, pourquoi Pompidou vous voyez régulièrement? Ah ben, alors ça, c'est parce que c'était un homme de lettres. Et pour lui, j'étais d'abord un homme de lettres, voilà. Et il aimait parler avec les hommes de lettres, il aimait parler littérature, il aimait parler de là, voilà. Et il se sentait mieux, davantage, si je puis dire, dans son élément avec moi que probablement avec des journalistes qui faisaient des commentaires comme on en fait tous les jours aujourd'hui sur les plateaux, voilà. Mais est-ce qu'il lui arrivait de faire autre chose avec vous que parler de littérature? Vous savez, je ne me souviens pas, j'ai noté tout ça dans mes journaux intimes. Enfin, je crois que je l'ai reproduit dans un livre qui s'appelle Les Septennats interrompus. Mais j'ai reproduit l'essentiel, j'ai pas tout fait, on ne note pas tout. Hein. La conversation, c'est quelque chose d'assez libre. Alors, voilà. Mais j'avais cru comprendre que de temps en temps, vous faisiez des missions à l'étranger à la demande de Pompidou. Ah, est-ce que j'ai dit ça? Non, je crois pas. Non, c'est pas exact. Ce que j'ai fait, c'est que à partir de missions que j'ai faites à l'étranger, je l'ai incité, par exemple, à faire une politique avec la Libye. Ça, je me souviens très bien de ça, parce que j'avais été faire un voyage en Libye. C'est très simple, je me trouvais en Libye au moment du référendum qui a abouti au départ du général. Bon. Donc j'avais une idée sur ce qui se passait en Libye. Et dès la première fois que j'ai rencontré Pompidou, je lui ai dit ce que j'avais ressenti. Je lui ai dit que les Libyens ne voulaient plus des anglo-saxons, des anglais et des américains, mais qui ne voulaient pas des Russes. Et que donc on avait une carte à jouer. Et ça, je me rappelle très bien que c'est entré dans sa tête. Et ça, il l'a fait. Ça a été démoli par Giscard par la suite, mais cette politique de coopération avec la Libye de Kadhafi, pendant 3 ans, on l'a faite. On l'a faite et elle a été très positive. On a envoyé des coopérants, on a fait beaucoup de choses, on leur a vendu des avions, Chaban n'était pas content, enfin, etc. Ça, je me souviens très bien de tout ça. Bon, puis après, ça a dégénéré parce que Sadat n'aimait pas Kadhafi et il a exigé de Giscard qu'il rompe avec cette politique. On vous demande un petit peu. Bon. Est-ce qu'il y avait à l'époque une politique arabe de la France? Ah, tout à fait. D'ailleurs, le général s'en est expliqué dans sa conférence de presse du 27 novembre 67. Je peux même, si je vous donne une seconde, vous retrouvez les termes exacts qu'il a employés. Si j'arrive à me lire. Voilà. Alors, dans sa conférence de presse du 27 novembre 67, le général dit « Une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris avec les peuples arabes d'Orient la même politique d'amitié, de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. On va dire mieux. Comment vous expliquez là aussi que, au fond, la France, elle est tournée le dos à cette politique arabe? Ah ben elle ne croit pas avoir tourné le dos. Elle n'est bien qu'avec les sultanats richissimes pro-américains.
pas tourné le dos. Mitterrand n'a pas tourné le dos. Il a cru que... Et rappelez-vous tous les voyages qu'on fait en Arabie Saoudite, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas une vraie... D'ailleurs, moi, je suis pas pour le terme de politique arabe. Je pense qu'il faut appeler ça plutôt une politique méditerranéenne. Parce que politique arabe, c'est un peu confus. Un peu... Mais... Pourquoi est-ce que les autres ont tourné le dos? Ils n'ont pas tourné le dos, ils ont glissé, ils ont dérivé, comme d'habitude. C'est la grande dérive générale de la politique, de ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Mais paradoxalement, l'Occident, tout en prétendant combattre le terrorisme islamiste, a abandonné tous les régimes laïques du monde méditerranéen pour les remplacer par des régimes religieux. Bien sûr. Alors, sous prétexte que c'était des dictatures. Bon, moi je veux bien que l'Irak de Saddam Hussein était une dictature, mais je peux vous dire qu'il y avait dans cet Irak des universités qui marchaient, où les femmes étudiaient. Saddam Hussein a fait de grandes choses pour son pays. Mais évidemment, il avait la main dure. Voilà, c'est tout. Parce que on a dit qu'il lui arrivait d'étrangler des gens de ses propres mains. On dit tellement de choses, vous savez. Ce que les Américains ont fait à Guantanamo et à Bouraël, c'est pas tellement mieux, hein. Bon, alors. Alors, par transparence, je crois que vous avez rencontré plusieurs fois Saddam Hussein, personnellement. Oui, on l'a vu. J'ai fait plusieurs voyages en Irak. C'était très intéressant parce que j'ai vu... Vers quelle époque? Écoutez, c'est les années 80, je pense, oui. Je pense, oui. Mais la première fois, je ne sais plus. Vous savez, mon approche de ces pays arabes s'est faite par l'intermédiaire d'un de mes amis, aujourd'hui disparu, qui s'appelait Pierre Rossi, et qui avait créé le centre culturel français à Bagdad, aux dépens du Quai d'Orsay, qui ne voulait pas qu'on marche sur les pas des Britanniques. Il l'avait créé, il existait encore quand j'y étais, et c'est lui qui m'a entraîné pour la première fois, je me rappelle, c'était en 67 peut-être, d'abord au Liban, en Irak, en Égypte et en Syrie. Voilà, c'était mon premier voyage, je pense. Voilà. Puis après, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais j'ai suivi de très près tout ça, et j'avais un ami qui était le directeur de la Ligue arabe à Paris, qui s'appelait Adel Amer, qui est disparu aujourd'hui aussi, et qui m'a organisé beaucoup de ces voyages qui m'ont été très profitables pour mieux connaître ces pays. Mais aujourd'hui, ils ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient, parce que tout a été bouleversé. Là encore, on a un constat paradoxal qu'on dresse, c'est que les gaullistes à une époque étaient au fond, je vais caricaturer, frileux vis-à-vis d'Israël et intéressés par le développement des relations avec le monde musulman, oui, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, les héritiers du gaullisme défendent tout l'inverse, c'est-à-dire que quand on voit des Xavier Bertrand, des Ciotti et autres qui se réclament du général de Gaulle, ils sont farouchement pro-israéliens et Éric Zemmour, ils font vivre le mythe l'arabe est un terroriste qui ne demande qu'à se révéler. Ils ont tout fait pour que ces pays arabes tombent dans le terrorisme aussi. C'est-à-dire que on n'a jamais voulu... Tout a commencé avec Fustin de Lens, n'est-ce pas, quand il a fabriqué l'expédition de Suez. C'est-à-dire que quand on aurait pu traiter avec les nationalistes arabes, on a préféré les jeter dans les bras des frères musulmans. Voilà, c'est ça la politique de l'Occident. Voilà. Alors maintenant, on le paye. Parce que les frères musulmans ont grandement étendu leur influence dans ces régions. Est-ce que vous pensez que c'est rattrapable? Est-ce qu'un autre équilibre du monde peut être imaginé? Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait des événements très, très forts. Je ne sais pas. On verra bien ce qui se passera quand l'affreux Netanyahou sera parti. Est-ce qu'à ce moment-là, les Américains seront capables d'imposer aux Israéliens une issue politique au conflit? Pour l'instant, c'est inimaginable. Est-ce que les Américains comprendront qu'il faut une issue politique? Personne ne peut le savoir. Alors, lors de son procès très récemment, lors d'une audience en justice, Netanyahou a expliqué que dans les années 2010, Barack Obama avait cherché à lui imposer la création d'un État palestinien. Oui, voilà. Et qu'il avait
fait intervenir les soutiens d'Israël aux États-Unis pour s'y opposer. Oui, ils ne se gênent pas pour ça, oui. Oui, mais enfin, ça peut évoluer, parce que là, maintenant, l'image d'Israël est quand même ternie dans le monde. Et Israël n'a plus la... Je pense que même les Juifs américains ne sont pas tous enthousiasmés par ce que fait Israël ailleurs. Donc, ça peut quand même évoluer. Il peut y avoir un changement de... Quand Netanyahou ne sera plus là, qu'il se maintient dans les conditions invraisemblables, on verra bien s'il y a des politiciens ou des hommes politiques israéliens qui souhaitent effectivement sortir de l'impasse. Mais ce sera difficile parce que le poids est tel de ce qui s'est passé que pour le surmonter, il faudra beaucoup de patience. Ah, je vais vous taquiner amicalement pour gentiment conclure cette interview. Vous déclarez homme de gauche. D'ailleurs, je ne traite pas... Je ne suis pas homme de gauche, je ne suis pas homme de droite, moi, vous savez. Bon. Moi, je suis, comme disait le général, je ne suis pas du côté de la gauche ni de la droite, je suis du côté de la France. Voilà, point. Et voilà. Vous avez l'air d'accorder une forme de crédit à Donald Trump. Oh non, non, je dis ça comme ça. Non, mais non. On va bien voir, Mais, il va peut-être au moins mettre fin à la guerre d'Ukraine, on verra. Mais peut-être pas, j'en sais rien. Non, je ne peux pas prédire. Je constate que l'Amérique est en train de basculer et que c'est un point important. Biden a été nul. Il a été nul. Il n'a pas remis l'Europe dans le traité de Vienne avec l'Iran. Il n'a pas. Barack Obama avait normalisé les relations avec Cuba. Trump l'a fait sauter, il ne l'a pas refait. Donc en fait, il a pas fait grand-chose. Et il s'est montré un soutien. Alors lui, pour ce qu'il a fait en Irak, c'est absolument épouvantable. Il a poussé les Irakiens, il a poussé les Ukrainiens à se faire tuer. C'est ça ce qu'ils ont fait. Zelensky, c'est une marionnette. Tout le monde l'admire, tout le monde est à genoux devant lui, mais c'est une marionnette. Enfin, la presse parisienne est à genoux devant lui, la presse subventionnée. Et les hommes d'État occidentaux lui ont tout accordé, le reçoivent comme d'une manière invraisemblable, comme si c'était un personnage important. Alors c'est lui qui a poussé son pays à ça. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas gagner cette guerre. Je voudrais qu'on conclue cette interview qui est un peu sombre, parce qu'on dresse beaucoup de constats sombres sur la France d'aujourd'hui. Est-ce que, puisque je vais vous publier le 1er janvier 2025, est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir pour les Français? Vous savez, il ne faut pas désespérer pour entreprendre, mais les mauvaises périodes comme ça, à un moment donné, elles passent. Il en sort autre chose. Quoi, je ne sais pas. On ne peut pas savoir ce qui va sortir de 2 années qui viennent. On est vraiment... c'est vrai. Les Français souffrent beaucoup de ce qu'ils appellent collectivement, j'ai remarqué, le déclassement de la France. Ça c'est devenu une chose dont ils souffrent et dont ils parlent. Alors, c'est important. Bon, mais on n'est pas en 57. Il n'y a pas un De Gaulle qui peut arriver pour redresser tout ça. Bien d'accord. Alors... S'il y en avait un, est-ce que les Français le soutiendraient? Ils seraient bien obligés. Comment ça s'est passé? Oui, mais vous savez, le général est revenu dans les conditions que vous savez. Non, je ne suis pas bien au courant. Est-ce que vous pouvez éclairer? Non, il fallait vraiment des événements militaires même pour qu'il revienne. On était dans une situation de coup d'État. Est-ce que le général de Gaulle est revenu sous la menace d'un coup d'État s'il ne revenait pas? C'était sûr que Salan et les autres voulaient faire un coup d'État, et faisaient un coup d'État, oui. Mais est-ce qu'ils avaient dit « on veut De Gaulle, sinon on passe à l'acte » ? Quand Salan a dit qu'il voulait De Gaulle, il ne pouvait plus faire autrement. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment son choix profond. Hein. Oui. Mais enfin, il n'y avait pas d'autre solution. C'était la solution du moment. Est-ce que vous pensez que la Ve République se trouve aujourd'hui dans une situation proche de la 4e République en 57-58? Il y en a des manifestations, mais elle a davantage de moyens institutionnels d'en sortir, parce qu'elle est faite pour ça. Jusqu'à présent, ça a bien fonctionné.
les institutions ont bien fonctionné. Donc elles peuvent continuer de bien fonctionner. Donc il ne devrait pas y avoir de fin du genre 4ème République. Je ne pense pas. 4ème République, on ne pouvait rien faire, il n'y avait pas de moyens. La seule fois où un président du Conseil avait dissous l'Assemblée nationale, c'était Edgar Faure. Ça avait fait un scandale, vous vous rappelez un scandale. Alors, je ne dis pas que Macron ait raison de dissoudre, il ne savait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi il a dissous. Ce qui est extraordinaire dans l'affaire de Macron, c'est qu'il a dissous à l'issue d'un échec aux élections européennes, qui ne manifestait que le désaveu de la France de sa politique européenne. Ça portait uniquement là-dessus. Et comme en fait c'est la seule chose qu'il y a dans sa politique, il n'y a que ça, sa politique européenne. C'est ça qu'il veut, c'est ce qu'il veut. C'est cette Europe souveraine, comme il dit. Souveraineté européenne. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Pour qu'il y ait une souveraineté, il faut qu'il y ait une histoire, un peuple. Il n'y a pas de souveraineté européenne possible. Ça n'existe pas. L'Europe est constituée de pays qui sont autant de nations, de peuples, d'États, avec des origines et des cultures différentes. Ils ne peuvent pas faire une souveraineté commune. Mais ça, c'est son idée à lui. C'est son utopie. Il est incapable d'en sortir. Et quand il a échoué dans ces élections européennes où le Rassemblement national a fait 30%, il en a été malade. Il en a été malade parce que lui, à part Glucksmann, l'illustre Glucksmann qui a fait 13%, tout le monde a plongé. Tous les partisans de l'Europe supranationale ont plongé. Et ça, il ne pouvait pas le supporter. C'est pour ça qu'il a dissous. Mais ça n'a pas amélioré la situation de ce point de vue-là. De toute façon, l'Europe qu'il veut, personne n'en veut. Les Allemands n'en veulent pas. Les autres n'en veulent pas. Personne ne veut de l'Europe dont il avait dessiné les grands traits dans sa fameux discours aux ambassadeurs le 26 septembre, je ne sais plus de quelle année, à la Sorbonne. Vous vous rappelez ce fameux grand discours qui a été si mal reçu, si mal reçu par les Allemands, le couple franco-allemand. Elle s'est fait remettre à sa place, c'était encore la CDU qui était au pouvoir, il s'est fait remettre à sa place par tous les leaders de la CDU. Il dit, mais on ne veut pas de cette Europe-là. Bon. Alors avec qui veut-il la faire? Avec Malte? En attendant, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas grave. Et sans dissolution, ça va être compliqué. Sans nouvelle dissolution, ça va être compliqué. Il ne démissionnera pas, il ne dissoudra pas. Je pense qu'il ne dissoudra pas. Pour qu'il dissolve un nouveau, il faudrait vraiment que les gens soient dans la rue, mais je ne crois pas. C'est son intérêt de traîner jusqu'à... Comme il ne veut pas démissionner, son intérêt est de traîner jusqu'en 27. De toute façon, il ne peut pas se représenter grâce aux bons offices de M. Sarkozy. Donc, de toute façon, il pouvait se représenter, il n'irait pas très loin. Mais enfin, bon, ils sont dans la même situation qu'Hollande. Mais, donc, je crois que le problème de la majorité, c'est qu'on peut gouverner sans majorité à l'Assemblée nationale. On l'a déjà fait. Il faut qu'il y ait des coalitions, il faut qu'il y ait des ententes. Là, avec les 3 blocs, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Mais vous savez, le tripartisme, ça a déjà existé. Sous la 4ème République, rappelez-vous, le tripartisme, c'était quelque chose d'important. Mais ce qu'ont inventé les inventeurs du bloc, de l'arc républicain, c'est ce qu'avait inventé la 4ème République à la fin. C'est les apparentements. Tout le monde oublie la période des apparentements qu'avaient fait les partis de gouvernement de l'époque pour empêcher De Gaulle de revenir. Les apparentements qui effectivement ont permis à la 4ème de se prolonger un peu, mais pas longtemps. Mais à l'époque, les partis de gouvernement étaient majoritaires à l'Assemblée nationale, même s'ils étaient divisés. Oui. Aujourd'hui, on a décrété que le Rassemblement national ne faisait pas partie de l'arc républicain et donc ne pouvait pas être plus intégré que la France insoumise. L'arc républicain n'est plus pris au sérieux par personne. Sauf par la classe politique. Non, même pas. Non, même pas. Ça se relâche. Bon, enfin, de toute façon, ces apparentements, comme les appelle, ont été faits uniquement pour créer la situation où on est. Donc ce chaos, c'est lui qui l'a créé. Alors, est-ce qu'il peut lui survivre? Est-ce qu'il sera obligé de s'en aller avant la fin de son mandat? Moi, je pense qu'il ne le fera pas, sauf vraiment, si je puis dire, il ne peut pas faire autrement. Bon. On présente quand même des bons vœux aux Français? Absolument. Et qu'ils se disent bien que ce n'était pas mieux avant, mais que c'était plus solide. Et qu'il faudrait que ça redevienne un peu plus solide. Vous croyez au retour de la monarchie? Non. Non.
les listes ne fleuriront pas en France, malheureusement. Vous allez en désespérer plus d'un. Merci beaucoup, cher Philippe de Saint-Robert. Je précise donc que vous ne le faites pas, mais vous avez 91 ans. Ah non, 90, ça suffit. 90, je ne voulais pas vous vieillir. Vous êtes d'une vitalité extraordinaire. On ne trouve pas, oui. Et merci beaucoup, en tout cas, du temps que vous nous avez consacré. Et bien, j'en étais très heureux. Merci.